7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. La question du jour, l'Ukraine sera au cœur des discussions qui doivent avoir lieu aujourd'hui entre Joe Biden et Vladimir Poutine lors d'une rencontre virtuelle. D'après un haut responsable américain cité par le Washington Post, la semaine dernière, la Russie déploierait 175 000 soldats à sa frontière avec l'Ukraine. Hier, le Kremlin décrivait l'état de ses relations avec les États-Unis de lamentable. Que vise Vladimir Poutine avec l'Ukraine? Bonjour Florent Parmentier. Bonjour. Vous êtes politologue et secrétaire général du Cevipof Sciences Po. Concrètement, que sait-on des manœuvres militaires sur le terrain, à la frontière donc entre la Russie et l'Ukraine? Eh bien, ce qu'on sait d'abord, la première chose qui est frappante, c'est qu'elles sont visibles. En 2014, quand il y avait une offensive, l'idée avait plutôt été de masquer un certain nombre de troupes. Cette fois-ci, on a des troupes, un déploiement qui est totalement visible. Ça veut dire qu'on envoie un message. Et donc, c'est, je pense, l'un des premiers éléments, effectivement, qu'il faut se poser. La première question en voyant un telle masse de force, finalement, c'est de se demander, est-ce qu'on est dans quelque chose une sorte de mobilisation qui va vers un nouveau conflit, qui est annonciateur d'un nouveau conflit? C'est ce que disent une partie des autorités américaines, qui imaginent un conflit, une offensive russe à horizon de janvier, février prochain. Ou est-ce qu'on est dans des manœuvres qui sont là pour intimider et pour peser sur des négociations, sur des politiques internes en Ukraine et aux États-Unis? Et je crois que c'est la question qui est devant nous. Et d'après vous, Florent Parmentier? D'après moi, ce qu'on peut avancer, c'est que il ne s'agit pas d'un nouveau conflit qui va venir, il s'agit plutôt d'une prélude à la négociation. Quels seraient les enjeux des négociations à ce moment-là? L'idée, tout simplement, c'est que la Russie essaie de proposer deux lignes rouges, ou en tout cas, dit en substance, il y a deux lignes rouges sur lesquelles nous ne transigerons pas. Et ces deux lignes rouges, ce sont précisément la question de l'architecture de sécurité en Europe. Autrement dit, de savoir où s'arrête, où commence l'OTAN, avec quelle formalité de négociation. Et la deuxième, le second élément, c'est l'appartenance de l'Ukraine à l'OTAN. Et donc là, on a une ligne rouge tout à fait claire. Ce qui est dit à Moscou, en quelque sorte, une forme de blague locale, c'est si vous ne parlez pas à M. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, à ce moment-là, il faudra parler à M. Shoigu, qui est le ministre de la Défense. Donc on a effectivement, je pense, de ce point de vue-là, une idée du côté russe, qui est de dire nous allons vous intimider jusqu'à ce que nous puissions discuter de ces éléments-là. Mais alors, du côté américain, tout est fait pour que l'on croie qu'il s'agit donc aujourd'hui d'une tentative d'offensive de la part de Moscou, que la guerre est imminente. C'est une possibilité que l'on ne peut pas complètement écarter. Florent Parmentier, dans ces conditions, quelle serait la logique poursuivie par Moscou? Si d'aventure... Enfin, je pense que chacun est dans son rôle. Que la semaine dernière, on a vu M. Blinken, le secrétaire d'État américain, mettre en garde son homologue russe, Sergueï Lavrov, est dans l'ordre des choses. Et de la même manière, il faut que les États-Unis, pour garantir une forme de crédibilité de leur action, précisément et encore plus peut-être avec deux éléments au-delà du conflit en Ukraine qui peut fatiguer peut-être à Washington, c'est l'idée effectivement côté américain qu'il y a, il faut qu'on réassure en quelque sorte nos partenaires après le départ de l'Afghanistan cet été et dans la perspective effectivement des relations avec la Chine cette fois-ci, qui est vraiment l'objectif prioritaire des Américains. Dans ce cadre-là, du côté russe, le message peut être également entendu, mais disons que Vladimir Poutine sent que c'est peut-être le moment d'arracher des concessions sur le dossier ukrainien à un moment où les États-Unis, finalement, aujourd'hui, ont d'autres priorités qu'en 2014, c'est-à-dire peut-être une moindre attention à terme vis-à-vis de l'Ukraine. Quel type de concession? Parce qu'on ne peut pas imaginer à la fois que l'Amérique laisse l'annexion de tout ou partie du territoire ukrainien et dans le même temps, ils ne sont pas aujourd'hui en situation de ne rien faire si d'aventure la Russie avançait ses pions, plus exactement ses armées d'ailleurs, Florent Parmentier. Alors, ce qui de part et d'autre pourrait se dessiner, j'emploie bien le conditionnel puisqu'on est encore loin de ceci, mais je pense que côté russe, ce qui serait une forme de compromis acceptable et qui permettrait effectivement de passer à d'autres crises, c'est tout simplement le fait de garantir par écrit la neutralité
de l'État ukrainien. Ça, je pense que ça fait partie des demandes russes, c'est-à-dire de garantir, soit par la Constitution, soit par un engagement écrit, tout simplement voilà, avec cette idée que les paroles s'envolent, mais les écrits restent, comme disaient les Romains. Et donc, il y a probablement ça qui serait un objectif final de la part de la Russie. Pourquoi l'Ukraine est si important pour la Russie, Florent Parmentier? Ce qu'il faut voir, c'est que une personne sur 5 en Ukraine a de la famille en Russie. On est donc sur finalement 300 ans d'histoire commune, avec des pages terribles. Il faut penser effectivement à l'extermination par la famine lors des années 20, des années 20-30 plutôt, le Holodomor, qui est quelque chose qui est commémoré en Ukraine. Il y a ces C'est éléments. Une histoire commune, mais une Triste. histoire qui serait susceptible Triste. de diviser. Oui. Mais au-delà de ça, effectivement, depuis 1654, une large partie du territoire ukrainien s'est rapprochée de la Russie. Et avant cela, il y a une querelle historiographique entre des Russes qui estiment venir de la principauté de Kiev, et donc ensuite on est passé de Kiev à Moscou, et puis des Ukrainiens qui disent non, mais Kiev c'est chez nous en quelque sorte, et donc Kiev c'est le proto-État ukrainien, c'est pas le proto-État russe. Et dans le même temps, une volonté de l'Ukraine de s'autonomiser par rapport à ce grand récit national russe, et donc on a finalement deux États qui revendiquent la même origine en quelque sorte, mais dont les différences aujourd'hui sont problématiques d'un côté comme de l'autre. Et alors aujourd'hui, donc on voit qu'il y a une tentative d'exister sur le plan militaire pour la Russie. Il y a probablement aussi des buts de politique intérieure pour Vladimir Poutine. Oui, encore que ça ne semble pas plus déterminant dans les manœuvres qui sont aujourd'hui en cours. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une partie en revanche du discours tel que développe Vladimir Poutine qui dépend effectivement d'éléments intérieurs. Ces éléments intérieurs, c'est une forme de remobilisation en disant finalement nous, Russes, nous devons faire attention au Donbass, nous devons faire attention à la Crimée, et de pointer les quelques développements militaires dans la région. Et du côté russe, on dit à la fois qu'il y a des drones turcs qui ont été achetés par les Ukrainiens, qu'il y a une présence plus forte de l'OTAN dans la mer Noire, que des bombardiers stratégiques américains volent à une vingtaine de kilomètres de la frontière de la Russie. Donc il y a un discours de la menace qui est articulé côté ukrainien, côté américain, mais aussi côté russe. Et donc c'est effectivement de ce point de vue-là qu'on peut dire qu'il y a des éléments de politique intérieure. Les Russes estimant à bon droit qu'ils ne font que faire des manœuvres au sein de leur propre territoire, ce qui n'est interdit par aucun traité. Ce n'est pas en soi le problème. Le problème est effectivement les intentionnalités derrière et de savoir finalement ce qui se passe derrière ces manœuvres et quelle est la finalité réelle de ces manœuvres. Merci Florent Parmentier. Je rappelle que vous êtes politologue et secrétaire général du CEVIPOF.